Alors, le titre de ce séminaire, c'est 70% de chirurgie ambulatoire en 2022. Ce chiffre de 70%, ce matin, a été quand même extrêmement commenté, puisqu'on a parlé de chiffres politiques, on a parlé de slogans hors sol, on a parlé de déconnexion de la réalité. Donc finalement, la réflexion de l'assurance maladie et les propositions qui en découlent vont essayer de se nourrir, j'allais dire, de la façon la plus maximale possible, et que se sont toujours nourris d'ailleurs d'éléments que l'on souhaite les plus objectifs et les plus basés sur des preuves scientifiques. Donc finalement, par rapport à ce chiffre de 70%, dont j'imagine que Madame la Ministre n'a pas lancé en l'air ce chiffre de 70% sans avoir finalement une réflexion par rapport à ce qui se passe ailleurs, notamment dans les pays du nord de l'Europe. Alors, je souscris à tout ce qui s'est dit ce matin. Je pense que c'est extrêmement important, le lien fort, fondamental, essentiel, prioritaire entre développement de la chirurgie ambulatoire et finalement qualité, sécurité, satisfaction. Là, je vous ai repris trois documents qui font ce lien entre qualité, sécurité, satisfaction. Trois enquêtes qui étaient extrêmement intéressantes. La moindre exposition aux infections nosocomiales, il y avait une enquête de Santé publique France, je crois qu'il date de 2016, qui a dit, donc, sur des preuves scientifiques, le taux d'incidence des infections sur site opératoire est jusqu'à 4 fois plus élevé pour l'hospitalisation complète versus chirurgie ambulatoire pour 5 spécialités, que sont la chirurgie digestive, la chirurgie orthopédique, traumatologique, mammaire carcinologique et chirurgie d'exérèse veineuse. Donc là, on est quand même sur des preuves scientifiques par rapport à la notion effectivement de qualité et de moindre exposition aux infections nosocomiales. Vous avez par ailleurs tous pris connaissance, fin de l'année dernière, de la publication par la Haute Autorité de Santé du score de satisfaction des patients en chirurgie ambulatoire. Le score national de satisfaction globale, je le rappelle, il a été évoqué quand même ce matin aussi, il est 3,4 points plus élevé en chirurgie ambulatoire versus hospitalisation complète. Donc les patients sont majoritairement plus satisfaits en chirurgie ambulatoire qu'en hospitalisation complète, et ça s'explique parce que quelque part, l'organisation, la contrainte de cette durée de moins de 12 heures en hospitalisation fait que l'organisation est optimale, enfin fait en sorte qu'il y a un travail important sur l'organisation et qu'elle soit la plus optimale possible. Et puis la dernière enquête, l'enquête CHAM, l'assureur CHAM en 2016, qui a fait une revue de littérature de tous les dossiers de sinistralité, qui a dit en chirurgie ambulatoire, la sinistralité est proportionnellement moins fréquente avec des indemnisations 3 fois inférieures. Donc on voit bien que tous ces éléments finalement qui ont trait à la qualité, sécurité et satisfaction des patients montrent que finalement le développement de la chirurgie ambulatoire, il trouve son origine dans une amélioration de cette qualité, sécurité et satisfaction des patients. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important et que finalement, les économies engendrées qui sont souvent mises au premier plan ne sont finalement que la conséquence de son développement et non ni son origine ni sa finalité. Je pense que c'est extrêmement important de repartir sur un discours de qualité, sécurité, satisfaction et finalement, les économies engendrées ne sont que la conséquence et pas la finalité de cette réduction de durée de séjour. Alors, l'histoire, finalement, entre l'assurance maladie et la chirurgie ambulatoire, c'est une très vieille histoire. Elle date de 30 ans. Donc là, je vous ai mis les quelques éléments, j'allais dire les jalons de cette histoire entre l'assurance maladie et la chirurgie ambulatoire. En 1990, le premier texte officiel en France est sorti de la CNAM, puisque c'était une circulaire, une première circulaire. En 1999, on l'a beaucoup évoqué durant ces 2 jours, il y a une co-construction avec l'Association française de chirurgie ambulatoire de la liste des 18 gestes marqueurs qui aujourd'hui, 20 ans après, est toujours une liste qui est utilisée. Donc on voit bien que finalement ce travail retrouve encore aujourd'hui de la pertinence. En 2001-2003, il y a eu effectivement cette enquête nationale. Alors je reprends les constats de cette enquête parce que quand on les regarde aujourd'hui, 15 ans ou 20 ans après, eh bien, ils sont furieusement, j'allais dire, d'actualité. Et je rappelle que cette enquête a été faite auprès de 34 000 patients. On regardait effectivement les critères d'éligibilité des patients, à la fois les critères médicaux et les critères psychosociaux environnementaux.
Jamais un travail dans un autre pays avec un nombre aussi important de patients a été réalisé. Et qu'est-ce que disait ce travail? Que finalement 100% des patients ne sont pas éligibles à l'ambulatoire. Donc ça, c'est quand même une chose importante. Mais par contre, le versus quels sont les patients éligibles et quels sont les patients qui ne sont pas éligibles a montré que 90% des patients étaient éligibles à l'ambulatoire. Ça veut dire que 90% des patients ont toutes les conditions médicales et psychosocio-environnementales pour bénéficier de la prise en charge en chirurgie ambulatoire. Et je rappelle qu'à l'époque, c'était à partir des recommandations de l'ASFAR, les premières recommandations de l'ASFAR, dont vous savez que depuis 2009, elles ont élargi effectivement leurs indications. Alors, ce taux de 90% d'éligibilité ambulatoire, hein, on est sur l'éligibilité ambulatoire, on n'est pas sur le taux de chirurgie ambulatoire, avait montré qu'il n'y avait aucune différence entre les régions rurales et urbaines, aucune différence entre les cliniques et les CHU, et aucune différence entre les gestes simples et les gestes complexes. Alors, c'est intéressant parce qu'à l'époque, il y a 15 ans, la différence entre effectivement la région qui était le plus en retard sur la chirurgie ambulatoire, qui était la région rurale, qui était la Bourgogne, dont l'ancien représentant est ici, et la région qui avait été effectivement qui avait le plus haut taux de chirurgie ambulatoire, il y avait 20 points qui séparaient effectivement ces deux régions. Et aujourd'hui, on a vu que cette réduction, puisqu'il n'y a plus que 5 points aujourd'hui qui différencient la région la plus en retard et la région la plus en avance, donc on voit bien que quelque part, la ruralité, ou ce qui a été mis en avant par un certain nombre d'acteurs, finalement est un faux frein par rapport au développement de la chirurgie ambulatoire. Ça avait montré aussi que les patients, pour ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, je ne dis pas que les patients sont identiques dans les CHU et dans les cliniques privées, mais pour ce qui concernait les conditions d'éligibilité des patients, on retrouvait ce chiffre de 90% à la fois dans les CHU et effectivement aussi dans les cliniques privées, et qu'on retrouvait finalement ce différentiel de 90% d'une manière identique dans les gestes simples et les gestes avec des niveaux d'environnement plus élevés. Alors, qu'est-ce que disait aussi cette enquête? Elle disait aussi que les freins étaient essentiellement culturels et organisationnels, et on a pu effectivement échanger durant ces 2 jours sur cette notion de prédominance de ces freins culturels et organisationnels. Elle évoquait aussi qu'un tiers des établissements seulement étaient porteurs d'un développement de la chirurgie ambulatoire, et je renvoie à la question ce matin, la question territoriale qu'il y a eu effectivement sur la notion peut-être de regrouper des activités de sites chirurgicaux insuffisamment productifs. Et puis elle montrait aussi que finalement, 2 corps de patients extrêmement comparables finalement consommaient moins de biologie, de radiologie et de médicaments s'ils étaient pris en charge en chirurgie ambulatoire versus l'hospitalisation complète. Vous voyez que finalement tous ces constats, on voit aujourd'hui 15 ans ou 20 ans après, finalement se retrouvent dans la réalité. Alors, il y a eu aussi une publication en 2004 sur les parts de marché de la chirurgie classique. Il y a eu un élément, une phrase que je voudrais reprendre avec vous. Une structure qui n'a pas développé l'ambulatoire alors qu'elle en possède le potentiel est une anomalie qui met en jeu à court ou à moyen terme sa survie chirurgicale. Donc vous voyez, il y a ce lien fort entre développement de la chirurgie ambulatoire et, comme ça a été évoqué encore à l'instant, et finalement effet d'entraînement sur toute la chirurgie pour effectivement progresser d'une manière parallèle ensemble. En 2008, je rappelle la mise en place de la mise sous autorisation préalable. Il y a eu 7 campagnes nationales, 1876 gestes qui ont été mis au niveau national en MSAP. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi par rapport à ces 10% de patients non éligibles à l'ambulatoire, on a vu que l'inéligibilité des patients pour les 55 gestes de MSAP était de moins de 1%. Donc vous voyez que ce chiffre de 10% qui était issu de l'enquête de 2003, finalement se réduisait à 1% par rapport aux 55 gestes de MSAP. En 2009, il y a eu l'ABCDR chirurgie ambulatoire, et puis en fin 2018, le déploiement de VisuChir. Je n'insiste pas puisque ça vient d'être évoqué d'une manière assez importante. Si je reprends un petit peu tous les freins qui ont été évoqués depuis une vingtaine d'années par rapport au développement de la chirurgie ambulatoire, il y en a 4. Il y a les freins liés aux patients, les freins liés à la tarification, les freins culturels et les freins organisationnels. Si je revois un petit peu ces différents freins, les freins liés aux patients. Madame Olivet, ce matin, l'a dit, la représentante des associations de patients, personne ne veut dormir à l'hôpital. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont effectivement des faux freins. On l'a vu, les enquêtes ont montré que 10% des patients seulement ne sont pas éligibles, voire moins de 1% pour les 55 gestes MSAP.
Les taux de satisfaction sont les plus élevés en ambulatoire et finalement le patient, alors bien sûr il faut l'accompagner de manière beaucoup plus forte qu'en hospitalisation traditionnelle, mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus de vrais freins liés aux patients, c'est pour ça que j'ai dénommé ça des faux freins, et c'est souvent des freins d'alibi pour ne pas faire. Et c'est souvent évoqué par les professionnels de santé en disant « moi, mes patients, ils sont effectivement complètement différents ». Oui, ils sont différents, mais à hauteur de 10%. Alors pour ces 10%-là, il faut des prises en charge effectivement spécifiques, mais 90% des patients autres ont toutes les conditions pour bénéficier de la prise en charge en chirurgie ambulatoire. Alors le deuxième frein qui est évoqué fréquemment, c'est les freins tarifaires. Je rappelle un petit peu pour l'histoire, pour les plus anciens, puisqu'en fait, M. Serrière a évoqué l'histoire des quotas et des taux de change qui étaient des freins au développement de l'ambulatoire. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'à l'époque, effectivement, il fallait fermer 2 lits, voire 2,5 lits, pour ouvrir une place de chirurgie ambulatoire, mais ça a été une très grande opportunité pour le secteur privé lucratif pour augmenter ses parts de marché. C'est depuis effectivement cette contrainte liée à une fermeture des capacités pour ouvrir un nombre moindre de places de chirurgie ambulatoire qui était finalement le moteur pour développer l'activité chirurgicale ambulatoire. Et je rappelle que le secteur privé lucratif en France a 2/3 des parts de marché chirurgicales en chirurgie ambulatoire et que ce niveau élevé date de cette époque des années 90 où effectivement il y a eu une augmentation, il y a eu effectivement des quotas et des taux de change. Alors je rappelle quand même que les premières mesures financières incitatives, parce que ça tout le monde l'oublie, elles ont eu lieu en 1993 pour le secteur privé avec un arrêté sur la classification des actes en ambulatoire qui augmentait les tarifs en ambulatoire. En 1999, il y a eu pour le secteur public le logiciel Ambu, les points ISA pour les plus anciens d'entre vous, qui augmentait les points ISA ambulatoires par rapport à une hospitalisation complète. Mais on voit bien que c'était des premières mesures qui étaient des mesures, j'allais dire, vraiment à la marge. En 2014, il y a eu la mise en place en France du tarif identique, c'est-à-dire tous les GHM de chirurgie de niveau de sévérité 1 et la suppression de toutes les bornes basses de niveau de sévérité ont été faits. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir dépassé les 50% de chirurgie ambulatoire sont probablement liés à cette politique tarifaire extrêmement volontariste. Et puis je rappelle en 2019, effectivement depuis quelques mois, il y a les suppressions des bornes basses de tous les GHM de chirurgie traditionnelle de niveau de sévérité 2 ou 3. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand on regarde la tarification, il y a uniquement 4% de tous les séjours chirurgicaux qui ont des tarifs moindres en ambulatoire, ce sont ceux de niveau de sévérité 4. Ça veut dire que 96% des tarifs aujourd'hui en hospitalisation complète et en ambulatoire sont les mêmes. Alors les tarifs, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut mettre en lien finalement les coûts de production. Et là, il y a eu de nombreuses études qui ont montré, et c'était montré aujourd'hui, que les coûts de production sont toujours inférieurs en ambulatoire. Donc ça veut dire que le différentiel entre un tarif qui est identique entre l'hospitalisation complète et l'ambulatoire et les coûts de production ambulatoire est beaucoup plus important que ce même différentiel avec les coûts de production en hospitalisation complète. Donc c'est vraiment cet élément qui est important, c'est le différentiel entre les tarifs, les recettes que reçoivent les établissements et finalement les coûts de leur production. Alors néanmoins, la question qui pourrait être posée pour franchir un palier supplémentaire serait peut-être finalement de s'inspirer de ce qu'ont fait un certain nombre d'autres pays européens, c'est-à-dire à diminuer les tarifs d'hospitalisation complète. Et de fait, les tarifs d'ambulatoire seraient plus valorisés que les tarifs d'hospitalisation complète. Donc vous voyez que certains pays ont voulu aller plus loin que le tarif identique et finalement ont minoré les tarifs d'hospitalisation complète pour augmenter comparativement ceux de chirurgie ambulatoire. Ça pourrait être fait, effectivement, ça pourrait être envisagé, mais à mon avis, aujourd'hui, il n'y a plus de freins liés aux tarifs. Ces freins existaient auparavant, mais aujourd'hui, il n'y a plus de freins liés aux tarifs. Par contre, les freins qui m'apparaissent essentiels sont les freins culturels. Je pense qu'il y a une prise de conscience tardive de la part des professionnels de santé. Elle est probablement incomplète aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut encore convaincre les professionnels de santé. On l'a vu avec le débat ce matin sur les sociétés savantes, entre des sociétés savantes qui sont très volontaristes pour le développement de la chirurgie ambulatoire et d'autres sociétés savantes qui sont plutôt en retrait. Et effectivement, il faut noter la culture historique du lit qui est toujours prédominante avec la peur du pouvoir d'achat. Le lit ne doit plus être l'unité de mesure. C'est bien l'activité et la qualité qui doivent être effectivement les éléments de mesure.
Je voudrais un jour qu'on arrête de dire on a construit un hôpital de 500 lits, mais il faudrait dire on a construit un hôpital qui prend en charge 6 000, 7 000 interventions chirurgicales par an ou 3 000 accouchements. On serait vraiment sur des éléments beaucoup plus pertinents que cette culture de lit. Alors, ce qui veut dire que derrière, il ne faut plus investir dans l'hébergement, mais il faut bien donc investir dans le plateau technique, parce que les progrès techniques chirurgicaux dans le futur seront liés essentiellement à ce plateau technique, et ne plus construire de cathédrales. Je pense qu'on va revenir à ce qu'on a vu au XIXe siècle, c'est-à-dire des pavillons. On va revenir, à mon avis, sur l'hôpital pavillonnaire, c'est-à-dire des petites structures extrêmement mobiles, évolutives, adaptées, sauf qu'au XIXe siècle, on a construit les pavillons autour des spécialités. Et là, je pense qu'on construira les pavillons autour des flux. Dès lors qu'il y a des flux importants, il faut les isoler des autres flux qui sont des organisateurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, où ils construisent des petites activités, des petites structures mobiles, évolutives, adaptées, en particulier sur les gros flux que sont les consultations, les services d'urgence, la chirurgie ambulatoire, les consultations. Tous ces flux-là, en fait, ils construisent des petites structures pavillonnaires et ils essayent de les isoler le plus possible les uns des autres pour éviter effectivement des passages intempestifs de professionnels de santé durant une journée d'un pavillon à l'autre. Donc je pense qu'on va arriver de nouveau à ces éléments, à ces structures pavillonnaires qui ne sera plus basée comme auparavant sur les spécialités, mais plutôt sur l'optimisation des flux. Alors les freins organisationnels, ils sont prédominants, je crois qu'on l'a dit, on l'a redit. Il faut travailler sur les parcours, les process, le lean management, les chemins cliniques. Il faut réfléchir sur toute la suppression des gaspillages, il faut optimiser les flux. On a parlé de marché en avant, d'arrivée décalée des patients, de suppression du brancardage, de blocs dédiés, de flux courts, voire des flux effectivement différents, des circuits différents selon le niveau d'environnement nécessaire à la prise en charge ambulatoire. Les centres autonomes, je pense que le développement des centres autonomes, et il y a eu quand même l'expérience de Daumont qui a été présentée hier après-midi, sont essentiels. Et on voit que dans tous les pays qui ont largement développé la chirurgie ambulatoire, le nombre de centres autonomes en chirurgie ambulatoire dédiés à la chirurgie ambulatoire est extrêmement important. Aujourd'hui, le nombre de centres autonomes se compte sur les doigts d'une main. Ils n'ont pas bougé depuis une trentaine d'années, puisque les premiers centres avaient été créés dans les années 90. Et bien entendu, tout ce qui est nouvelles compétences, infirmières coordinatrices, infirmières de parcours. Alors, par rapport à ces deux freins majeurs que sont le culturel, les freins culturels et les freins organisationnels, il faut agir sur les leviers. Alors, la proposition que nous faisons, effectivement, par rapport à ces freins culturels et ces freins organisationnels, c'est finalement d'accompagner. Je pense que l'accompagnement est essentiel. Il faut, pour les professionnels de santé, il faut identifier les bonnes pratiques via des outils, il faut les faire connaître, il faut mobiliser les sociétés savantes comme ça a été fait ce matin, et avec un objectif de favoriser les échanges entre pairs pour qu'ils puissent effectivement identifier les bonnes pratiques et échanger autour de ces bonnes pratiques. Et au niveau des directions d'établissement, je pense qu'il faut changer massivement l'organisation. L'ambulatoire doit être la norme. Je crois qu'elle n'est pas encore aujourd'hui la norme. Elle est la norme dans les textes, mais elle n'est pas encore forcément la norme dans les mentalités. Il faut développer donc les centres autonomes et les blocs dédiés à l'ambulatoire, qui sont le modèle dominant dans tous les pays qui ont fortement développé l'ambulatoire, mais bien entendu, pour développer ce modèle autonome, qui peut être aussi bien applicable dans un CHU que dans une clinique privée, il faut un volume important de chirurgie. Parce que vous ne développez pas un centre autonome avec 1000 interventions chirurgicales par an. Ce n'est pas possible. Il faut un volume probablement autour de 4000 à 5000 séjours chirurgicaux pour pouvoir développer ce modèle de centre autonome. Alors les propositions de l'assurance maladie, je pense qu'on ne peut pas faire sans les professionnels de santé, on ne peut pas faire contre les professionnels de santé. Donc la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt d'être dans une démarche d'accompagnement, dans une démarche plutôt d'offre de services, c'est-à-dire de sensibiliser finalement les acteurs qui sont les moteurs du développement de l'ambulatoire et de les accompagner avec notre credo, notre nouveau credo, c'est effectivement d'ouvrir les données comme finalement marqueur, comme un vecteur, comme un profond vecteur du changement des pratiques professionnelles et organisationnelles. Et c'est par cette ouverture des bases de données qu'effectivement on arrivera à sensibiliser les professionnels de santé. Alors, sur le taux de 70% de chirurgie ambulatoire, est-ce que c'est possible ou pas en 2022?
Visushir, qui vous a été effectivement, on a largement évoqué Visushir pendant effectivement ces 2 derniers jours, en repartant des chiffres PMSI 2017. Alors pour l'information par rapport à des demandes sur les chiffres 2018, ils vont être mis en place sur le site Scan Santé mi-juillet. Donc dans 3 semaines, vous aurez les données de 2018 qui seront disponibles, donc vous aurez les chiffres les plus actualisés possibles. Si on partait quand même des données antérieures PMSI 2017, si on appliquait pour chaque site chirurgical et pour chacun des actes CCM qu'il fait, un référentiel national de taux ambulatoire qui est calculé à partir des 20% d'établissements les plus performants en ambulatoire sur cet acte, on obtient un potentiel de développement ambulatoire de 1,38 million d'actes France entière, soit un taux potentiel ambulatoire national cible de 77%. En sachant que cette méthode, je le rappelle, prend en compte à la fois les conditions d'éligibilité des patients, et puis cette méthode, je rappelle, ce n'est pas une déclinaison uniforme du national vers le local de ce taux de 77%. C'est bien la concaténation ascendante de tout ce qu'on a effectivement identifié sur le terrain établissement par établissement, prenant en compte les case mix des établissements. En concaténant tout ça au niveau national, on arrive à ce taux de 77%. Alors, 70% de la chirurgie ambulatoire, c'est possible, oui. Alors après, derrière, la question, c'est en 2022, peut se poser effectivement la question. Alors c'est possible. Alors c'est possible, mais je pense qu'il y a une confusion sur ce chiffre de 70%. Il est bien entendu que ce chiffre de 70% qui a été annoncé par la ministre, ce n'est pas un chiffre uniforme qui doit se décliner d'une manière uniforme entre toutes les régions et puis ensuite entre tous les établissements, CHU, CLCC, cliniques privées, avec des établissements qui ont une case mix plutôt étroit sur la cataracte, le canal carpien, tête et cou, et puis des établissements qui ont des case mix très larges comme des gros CH ou des CHU. Alors quand je regarde un petit peu finalement par catégorie juridique, et ici vous avez la projection via des boîtes de moustaches, ce qu'on appelle des boîtes de moustaches ou des box plots. Ici, je vous ai mis les 5 catégories juridiques d'établissement. Les 2 premières boîtes à moustaches correspondent au centre hospitalier, les 2 suivantes au CHU. Ensuite, les boîtes vertes correspondent au CLCC. Le jaune clair et jaune foncé correspondent aux cliniques privées à but lucratif. Et puis la dernière colonne correspond aux ESPIC. Avec, à chaque fois, je vais essayer de vous montrer, effectivement, je vais prendre les CHU. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des sites chirurgicaux des CHU. Le CHU, effectivement, il y a un CHU qui fait 5% de taux de chirurgie ambulatoire et il y a un autre CHU, un site chirurgical, qui fait 73%. Et vous avez ici l'ensemble des CHU qui sont effectivement dans cette box plot. Je vous rappelle que la box plot, comment on lit, donc la moustache inférieure, c'est 25% de l'effectif. La moustache supérieure, c'est 25% de l'effectif. Donc ici, vous retrouvez les 25% de CHU qui ont le taux de chirurgie ambulatoire le plus bas. Donc vous voyez entre 5% et environ 30%. Et en haut, vous avez les 25% d'établissements qui ont le taux de chirurgie ambulatoire des CHU les plus élevés. Et puis dans la boîte, le box, vous trouvez 50% des établissements. Donc c'est la situation actuelle aujourd'hui. Si on projetait, au travers de Visushir, effectivement, acte par acte, établissement par établissement, on prenait le case mix, on aurait cette boîte-là, avec des CHU dont le CHU qui effectivement aurait le taux le plus bas, site chirurgical 29%, et le site chirurgical le plus élevé à 93%. Donc vous voyez que ce taux de 70%, il n'est pas uniforme, identique, descendant au niveau de chacun des établissements, puisque vous voyez que l'ensemble des CHU se positionnerait sur effectivement cette box plot avec un quart autour de 55%. Et puis vous voyez quand même qu'il y a un quart d'établissements, c'est ceux-là probablement qui sont en avance, qui se retrouveront entre 75% et environ 93%. Donc vous voyez, quels que soient les box plots, donc vous voyez que ce taux n'est pas uniforme. Ici, vous avez les CLCC, là, vous avez les cliniques privées. Les cliniques privées qui aujourd'hui, les cliniques les plus élevées ont 96% et seraient 100%. Donc vous voyez qu'en fait, par exemple, pour les cliniques privées, ils vont tous monter, probablement, avec les établissements qui seront effectivement avec les taux de chirurgie ambulatoire à terme, je dis bien à terme, hein, là, ce n'est pas forcément 2022, tout dépend de la volonté, effectivement, d'atteindre ces différents éléments. Mais quand on regarde les conditions, effectivement, acte par acte, en reprenant aujourd'hui sur les bonnes pratiques chirurgicales ambulatoires en 2017, on a effectivement
une possibilité de développement de la chirurgie ambulatoire qui touche effectivement tous les secteurs, quelles que soient finalement les catégories juridiques. On voit que, mais par contre, ce n'est pas uniforme. Et je pense que la difficulté du slogan, entre guillemets, de 70%, c'est qu'on pense, à tort, qu'au niveau des spécialités, au niveau des établissements, ce taux est déclinable à 70%. Surtout pas, il ne faut surtout pas. Et on voit bien que si on repart effectivement de ce qu'on constate aujourd'hui en France, on arrive à un taux de 77%. Alors, je conclurai avec ces éléments. Donc 70% de chirurgie ambulatoire en 2022, c'est possible, mais dès lors qu'une nouvelle dynamique est créée, avec, à mon sens, deux conditions indispensables. Il faut accompagner, encore de manière beaucoup plus forte, les professionnels de santé. Il faut utiliser les données disponibles. Il faut effectivement utiliser les benchmarks et effectivement un rôle extrêmement important des sociétés savantes qui doivent se rapproprier cette information pour effectivement faire évoluer les pratiques professionnelles de leurs adhérents pour les tirer vers le haut. Et il faut aussi, je pense, changer massivement les organisations en réorganisant en centres autonomes dédiés à la chirurgie ambulatoire. Il faut effectivement soutenir les centres autonomes de chirurgie ambulatoire, la création de ce centre autonome de chirurgie ambulatoire qui seront probablement un levier, comme elles l'ont été dans plusieurs pays, de développement massif de la chirurgie ambulatoire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute avec une chaleur assez étouffante, je dois dire. Merci beaucoup.